Bonjour les amis, alors voilà, je reviens vers vous avec une nouvelle petite histoire et puis je voulais aussi vous expliquer les suites de ma comparution à l'ordre des médecins. Pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent avoir des nouvelles de l'autopsie de mon papa, sachez qu'une autopsie prend parfois des semaines, voire des mois. Enfin, pas l'autopsie en elle-même évidemment, mais l'analyse de tous les échantillons prélevés, la recherche des toxiques, les coupes histologiques, etc., ça prend parfois des mois. Donc il faut vraiment que vous soyez patient. Et ben, quand j'en saurai plus, je ne manquerai pas de vous revenir à ce sujet. Alors j'avais envie de vous partager l'histoire d'Anita, ou plutôt de son fils. Nous sommes en hiver 2023, enfin début 2023, pardon, et le fils d'Anita qui se plaint rarement, qui est un jeune homme plutôt sportif et en bonne santé, a beaucoup de mal à déglutir depuis 24 heures et il a de la température il est suffisamment accablé pour que Anita appelle sa généraliste. Et la généraliste lui répond que c'est très certainement un Covid et que le jeune homme doit faire un test. Alors, il n'en fait pas un, il en fait deux, et ces deux tests sont négatifs. Mais son état ne s'améliore pas et Anita rappelle la généraliste le lendemain pour avoir une consultation. La généraliste ne reçoit pas le jeune homme, mais se déplace à domicile avec un masque FFP2 et la seule chose qu'elle va faire, c'est un test PCR en fait pour Covid parce qu'elle est persuadée que le jeune homme a mal réalisé ses tests. La petite histoire est qu'en attendant les résultats du troisième test PCR qui sera négatif, l'état du jeune homme se dégrade et qu'il finisse aux urgences, mère et fils, et il sera hospitalisé pendant 48 heures pour une angine blanche, une angine bactérienne qui nécessitait des antibiotiques et qu'on a laissé évoluer trop longtemps, trop loin. Donc il va devoir avoir des antibiotiques en perfusion. J'en arrive alors à vous rappeler pourquoi j'avais comparu devant l'ordre des médecins, parce que j'ai reçu la réponse le verdict de ces braves gens. Et j'avais vraiment envie de vous le partager parce qu'il y a des choses qui vous intéresseront et il y a même des choses qui vous concernent directement. On parle de vous en fait. Donc j'ai comparu je ne m'y perds, le 18 mai dernier sur base d'accusation, de dénonciation de confrères, hein, de confrères généralistes. Et je suis accusée d'avoir abusé de ma liberté d'expression en répandant dans le public des idées qui ne cadrent pas avec les connaissances scientifiques selon le Conseil supérieur de la santé et les académies de médecine auxquelles se réfère le Conseil national de l'ordre des médecins dans ses avis, notamment en ce qui concerne l'efficacité du port du masque dans la lutte contre la Covid-19 et l'utilité de la vaccination au regard des risques encourus. Et de même, je suis accusée également d'avoir manqué de confraternité en discréditant publiquement des médecins généralistes qui ne partagent pas mes conceptions et mon approche des patients atteints de la Covid-19. En gros, j'ai dit qu'il fallait soigner les gens, hein, et qu'il fallait cesser de les soigner par téléphone, mais qu'il fallait les regarder, il fallait les examiner, il fallait par exemple faire A, et regarder dans la gorge, hein, quelque chose de basique. Et puis donner des médicaments, des vrais, pas des antidouleurs, antipyrétiques pour des gens qui ont une pneumonie. Hein. Bon, ben voilà. Ou une angine, tiens. Donc, bonjour Anita. Je contestais avec mon avocate, Maître Prota, je contestais déjà d'une part l'attitude du comité du comité d'enquête qui m'avait reçu en mars 2022 et qui avait remis un rapport à charge. Et uniquement à charge, ce qui est contraire aux droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable. Et donc, évidemment, mon avocate l'a souligné très, très rapidement.
C'est la première chose qu'elle dit quand on rentre. Et en fait, le Conseil de l'ordre répond qu'il ne voit pas de problème à avoir mené une enquête uniquement à charge et que d'ailleurs, il trouve que je ne précise pas en quoi l'enquête en question aurait manqué d'objectivité. Ah oui, ben tiens, je dois préciser quoi? Bon, on peut discuter sur les mots, hein. Voilà, donc j'ai été clairement informée des faits qui me sont reprochés. Je fais une petite parenthèse pour rappeler que ceci a été enregistré, que quand on m'a reçu, on m'a signalé que l'entretien était enregistré et quand j'ai demandé la copie de l'enregistrement après ma comparution, enfin après le verdict, j'avais le droit de demander. On m'a répondu que c'était des parties de l'entretien qui avaient été enregistrées, seulement mes propos, et que ça avait été effacé après retranscription. Donc j'ai immédiatement accepté avec joie qu'on me fournisse la retranscription et j'attends toujours. Voilà. Donc j'ai reçu tout ça 3 jours après le décès de mon papa, ce qui est évidemment assez compliqué et cruel, mais c'était pas leur faute, hein. Là, pour une fois, ils n'en pouvaient rien, ils ne pouvaient pas deviner. Alors, donc j'ai une petite phrase pour vous, tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont raconté leurs histoires, qui m'ont témoigné de leurs aventures, de leurs déboires avec des confrères qui ne les avaient pas correctement soignés, qui m'ont expliqué la souffrance de leurs enfants. Tous ces gens-là, qui sont 400, plus les personnes du collectif Où est mon cycle qui aujourd'hui compte 20 000 adhérents, apprécieront probablement ces petites phrases. Le docteur Kaiser a déposé au dossier des pièces qu'elle souhaitait communiquer au Conseil de l'ordre et qui contenaient des déclarations de sympathisants que le Conseil de l'ordre n'a pas jugé utile d'entendre plus amplement. Donc, des témoignages de manque de soins et d'effets indésirables d'injection sont qualifiés de déclarations de sympathisants par le Conseil de l'ordre, hein. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal. Après, il y a tout un paragraphe sur mes confrères qui ont porté plainte et le fait que j'ai demandé une conciliation et que c'est... voilà, ils n'ont pas envie. Voilà. Donc, les griefs. Alors, le docteur Betts, Pierre Betts, généraliste pour ne pas le citer, qui travaille à Charleroi, dénonce les errements du docteur Kaiser dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Et ce médecin communique au Conseil de l'ordre la retranscription d'une vidéo diffusée sur Facebook dans laquelle le docteur Kaiser, d'une part, blâme le comportement timoré des médecins généralistes qui, selon elle, refusent le contact direct avec les patients susceptibles de présenter une infection par Covid-19, retardant ainsi leur prise en charge par ignorance des traitements précoces, et d'autre part, je stigmatise le respect trop strict et prolongé des règles sanitaires imposées, notamment chez les jeunes, alors que la forme actuelle du virus Omicron est bénigne. Le docteur Kaiser y expose sans nuance ni réserve les multiples effets secondaires nocifs des vaccins anti-Covid. Je ne savais pas qu'il fallait nuancer les AVC, les pertes d'utérus et les crises cardiaques avec décès. Donc, selon le docteur Kaiser, le débat sur la gestion de la crise sanitaire étant un débat d'intérêt général, les propos de médecins à ce sujet ne sont pas proscrits pour les cycles déontologiques et une mesure sanctionnant de tels propos constituerait une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression des médecins. Et oui, c'est pas seulement selon le docteur Kaiser, c'est également un arrêté de la Cour européenne des droits de l'homme de 1998-1998 qui dit que bien que l'opinion qui est exprimée par les propos soit minoritaire et qu'elle puisse sembler dénuée de fondement, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des simples idées généralement admises dans un domaine où la certitude est improbable. Donc si on n'est pas dans un domaine où la certitude est improbable, ici sur un nouveau virus inconnu jusqu'alors de l'espèce humaine et un tas d'injections thérapeutiques fumeux aux effets plus ou moins
inconnu. Là, si on n'est pas dans une certitude improbable, je ne sais pas ce qu'il faut. Hein. Alors, ensuite, le texte blablate un petit peu. Puis, selon le docteur Kaiser, donc c'est toujours mes dires, le débat sur la gestion de la crise sanitaire. Oh, pardon. Ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà, il signale que de tels propos doivent être nuancés. Ainsi que l'a constaté l'Ordre des médecins, le corps médical a activement participé au débat public qui a accompagné l'évolution de la gestion de la crise sanitaire causée par la Covid-19. Mes collègues médecins apprécieront qu'ils ont activement participé à un débat public qui les a censurés. Hein? Donc voilà. Alors, la divergence des points de vue scientifiques donne lieu à des discussions qui progressivement conduisent à une évolution des connaissances et finalement à une approche unanimement acceptée. Alors, unanimement acceptée à l'exception de tous les médecins qui ne sont pas d'accord, de tous les scientifiques, de tous les virologues, les immunologues, les vaccinologues, les épidémiologistes et les statisticiens, enfin j'en passe et des meilleurs. Hein. Donc, ils nous disent que tout ce qui a été décidé était unanimement accepté. Alors, le Conseil national de l'Ordre des médecins, vous allez adorer, vous allez adorer. Écoutez bien. Le Conseil national de l'Ordre des médecins expose que lorsque le médecin s'exprime en dehors d'un cercle scientifique, il tient compte du niveau de connaissance et par conséquent de l'esprit critique du public auquel il s'adresse. Plus le public est large et diversifié, plus le médecin nuancera et sera plus prudent dans ses propos. L'information médicale délivrée influence les choix individuels et collectifs du fait de la confiance dans le corps médical. Certes, il n'est pas interdit de penser que le vaccin ne protège pas. Donc, ça voulait dire que vous êtes con, hein, juste avant, que vous n'êtes pas capable de comprendre ce qu'on raconte. Ici, écoutez bien aussi, parce qu'ils avouent des choses. Certes, il n'est pas interdit de penser que le vaccin ne protège pas de la transmissibilité du virus autant que souhaité. Ils l'admettent. Il n'est pas interdit de penser que la vaccination produit des effets secondaires qui n'ont sans doute pas été suffisamment mis en lumière. Je répète, le Conseil de l'Ordre des médecins a écrit que la vaccination produit des effets secondaires qui n'ont sans doute pas été suffisamment mis en lumière. Et pourquoi ça? Mais vraisemblablement afin de faciliter une stratégie de santé publique de masse. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense de la santé publique de masse. Je pense que ça n'existe pas. On ne peut pas avoir une société qui est en bonne santé avec des citoyens malades. Il n'y aura de santé publique de masse que si on prend soin individuellement des citoyens correctement, dans leur intégrité physique, psychologique, financière, sociétale, émotionnelle, enfin tout quoi. Donc, c'est une grosse fumisterie. Encore une fois, on est dans la novlangue. La santé publique de masse. C'est quoi une masse? Un magma informe de personnes toutes pareilles? Alors, ça continue. Le problème réside dans le fait que le docteur Kaiser s'exprime face à un large public sans réserve en dehors de tout cadre scientifique. Le docteur Kaiser participe à un discours populiste anti-vaccin sans distinguer clairement ce qui relève de ses convictions personnelles et non des acquis actuels de la science. Ces propos provoquent de la confusion dans les esprits et n'apportent aucune information éclairante. Elles se fondent sur des constatations sans doute réelles, mais omet de dire que le lien effectif entre celle-ci et le vaccin n'est pas scientifiquement prouvé et reste controversé. Je pense que certains scientifiques apprécieront que tout le travail qu'ils ont fait sur la toxicité des spikes sur le système rénine-angiotensine via le récepteur ACE2 ne soit pas scientifiquement prouvé et qu'il reste controversé. Je pense que c'est eux qui disent rien. Mes propos provoquent la confusion dans les esprits de la masse de cons que vous êtes.
et n'apporte aucune information éclairante parce que c'est ma propre opinion qui est 20 000. C'est moi qui ai inventé le collectif Où est mon cycle peut-être. J'ai hypnotisé 20 000 personnes et je leur ai dit vous aurez des problèmes de cycle, des cancers, de l'endométriose, vous aurez des polypes qui poussent, des fibromes, vous saignerez après votre ménopause, vous aurez des ménopauses à 26 ans d'ailleurs et des seins qui régressent à 13 ans. Mais je suis outrée. Alors, j'ai presque fini, hein. Courage. Il continue en disant qu'il n'est pas douteux que les recommandations sanitaires officielles sont basées sur l'évidence scientifique du moment et que les politiques vaccinales doivent évoluer. Ben, on espère bien, on aimerait bien d'ailleurs que ça se calme et qu'ils arrêtent, au lieu de nous envoyer la Xème campagne vaccinale pour mi-septembre qui visera les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Bande de criminels, va. Alors, sans doute, le variant Omicron est-il nettement moins violent et dangereux que le variant Delta et ne provoque pas par lui-même de décès. Ah, ben voilà, ils l'ont quand même admis. Ah oui, je voulais juste vous rappeler que quand ils disent que les effets secondaires ne sont pas suffisamment mis en lumière, ils ont accepté l'idée qu'effectivement, la pharmacovigilance, elle ne fonctionne pas bien, hein. Donc, c'est ça que ça veut dire. C'est pas mis en lumière, mais c'est pas scientifiquement prouvé. Mais prouvez-le, bande de cons. C'est quand même à vous de faire le boulot, normalement, hein. La pharmacovigilance, c'est pas moi qui la paye, c'est pas moi qui la fais. C'est quand même la moindre... Normalement, dans une expérimentation, dans une expérience thérapeutique, c'est la firme qui se charge de la pharmacovigilance, hein. Elle doit contacter les gens qui ont pris le produit expérimental, leur demander comment ils vont. Elle doit avoir un protocole strict. Donc, de les contacter un certain nombre de fois, à X jours, semaines, mois, de refaire des tests, éventuellement PCR, pour voir s'ils sont positifs, négatifs, de leur doser les anticorps, etc. C'est le boulot des labos qui testent leurs nouveaux médicaments, hein. C'est pas le boulot du citoyen lambda, hein. Bon, alors, il est mis, le docteur Kaiser ne peut nier les effets terribles de la pandémie. Ben oui, quand vous soignez pas les gens, alors ils meurent. Les vieux, surtout, hein, ceux qu'on n'a pas soignés, ceux qu'on a enfermés tout seuls dans leur chambre, dans les EHPAD, dans les maisons de repos, hein. Oui, ça c'est clair. Donc la vaccination généralisée, a permis de limiter les effets terribles de la pandémie et a permis de soulager le corps médical dont la capacité de prise en charge des patients était jusqu'alors considérablement mise sous pression. Encore une fois, ce n'est pas aux citoyens qui payent ses impôts pour ça, ce n'est pas aux citoyens de supporter le prix en santé que coûte le fait que les hôpitaux sont pleins tout le temps et qu'ils sont financés de cette façon-là, au prorata du pourcentage des lits occupés. Ce n'est pas aux citoyens de payer ça et ce n'est pas aux citoyens de se retrouver à crever sur le parking d'un hôpital parce qu'on n'a pas financé assez de lits et qu'on n'a pas mis assez de personnel pour s'en occuper quand c'est l'hiver. Et surtout si on a aussi empêché les généralistes de soigner en pleine épidémie. Donc oui, je nie, et je leur ai dit, je nie complètement les effets de la vaccination sur l'arrêt de la pandémie. Je pense que c'est une évolution naturelle d'un virus que de se calmer. Et quand la population l'a beaucoup rencontré, eh bien, elle finit par être immunisée naturellement, parce que oui, l'immunité naturelle est meilleure que l'immunité vaccinale, surtout avec ce vaccin de merde. Excusez-moi, je suis grossière, mais j'ai plus mon papa pour me surveiller, alors je me lâche. Je nie aussi les effets terribles de la pandémie, je nie les effets terribles d'une mauvaise gestion, d'une crise sanitaire qui était prévisible et dont nous avions exactement les plans. Nous devions isoler les malades et les soigner, nous ne devions pas isoler les bien portants et laisser crever les malades. Alors, dans son discours, le docteur Kaiser n'hésite pas. Attendez, là c'est trop bon aussi, hein. Attendez. Dans son discours, le docteur Kaiser n'hésite pas à jeter le discrédit sur les médecins généralistes qu'elle accuse d'avoir peur, de se cacher chez eux, de se limiter à la consultation par téléphone en refusant de voir les gens. Ben oui, c'est encore le cas maintenant. Je vous ai raconté l'histoire d'Anita, et ben voilà. Par ses propos, le docteur Kaiser outrage ceux qui ont continué à dispenser des soins urgents, même aux non-vaccinés. Je répète, par ses propos, le docteur Kaiser outrage ceux qui ont continué à dispenser des soins urgents, même aux non-vaccinés. Je trouve qu'ils auraient dû mettre même aux juifs. C'était pareil. Et j'outrage, donc le docteur Kaiser outrage ceux qui n'ont pas refusé la relation thérapeutique
Non, attendez, parce que je reprends toute la phrase. Par ses propos, le docteur Kaiser outrage ceux qui ont continué à dispenser des soins urgents même aux non-vaccinés et qui n'ont refusé la relation thérapeutique qu'en raison du comportement de certains patients constitutif d'un danger pour la santé des autres ou du médecin lui-même. Donc, si on ne vous soigne pas, c'est de votre faute. Un tel comportement du docteur Kaiser porte gravement atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession médicale. Il est de nature à provoquer la perte de confiance de la population dans le corps médical en général. C'est exactement l'inverse. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est exactement l'inverse. Moi, je dis qu'il faut soigner les gens et c'est eux qui disent qu'il faut pas les soigner. Et donc, qui fait perdre confiance dans le corps médical? Bref, conclusion. En raison de la gravité des faits, une sanction majeure constituée par une suspension du droit d'exercer la profession médicale durant 3 mois se justifie. Signé blablabla, blablabla. Voilà. Alors, je tenais quand même à vous partager. Elle est un petit peu longue, ma vidéo, mais je tenais quand même à vous partager ça. Il y a un conseil de l'ordre alternatif qui n'est pas un conseil de l'ordre des médecins, mais qui est un conseil de l'ordre des praticiens et des citoyens qui se crée en ce moment. Et mon confrère, le docteur Alain Collignon, en est à l'initiative de cette merveilleuse organisation dont je fais évidemment partie. Il a écrit tout récemment à l'ordre des médecins pour leur dire qu'il souhaitait entrer sur le ring lui-même et leur demander de cesser de harceler des médecins qui ont charge de famille. J'ai 3 enfants. Et qui se trouvent donc dans l'obligation de faire profil bas devant eux. Alors, je tiens quand même à souligner et à rappeler à Alain qu'il n'est pas question que je fasse profil bas. Je ne ferai jamais profil bas devant des personnes aussi malhonnêtes, aussi perverties, aussi corrompues, aussi manquant autant d'éthique, de cœur et de courage que ces gens qui m'ont condamné aujourd'hui à 3 mois de suspension. J'ai fait appel. J'ai fait appel hier de la décision. Je ne céderai pas d'un pouce parce que si moi je cède, derrière moi, c'est tous les médecins qui perdent le droit de parler. Plus aucun, mon cas fera jurisprudence et plus aucun médecin ne pourra plus rien dire sur aucun médicament, jamais. Il n'est pas question que je cède, je ne ferai pas profil bas. Et si je dois perdre mon métier, je le perdrai et je ferai autre chose. J'irai nettoyer vos maisons, j'irai ramasser vos poubelles, mais je les en tute. Je ne céderai jamais, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour vous, les citoyens. Nous devons nous battre jusqu'au dernier souffle. Et même si ça doit coûter plus que notre travail, si ça doit coûter notre maison, notre la réputation est déjà faite, notre vie, même si ça doit me coûter la vie, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Je suis là pour ça. Je suis ici pour ça. Pour vivre ça avec vous. Parce que je vous aime. Alors je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. À très bientôt.